Bonjour à tout le monde. Nous sommes le 27 Tammuz 5780, 19 juillet 2020, et nous allons vous présenter la deuxième partie de Eretz Israël, deuxième partie de la terre d'Israël, et nous allons surtout parler des frontières de la terre d'Israël selon la Torah. Pour introduction, vous savez que les mitzvot qui sont liés à la terre d'Israël sont de deux catégories. Une catégorie qui est d'ordre individuel et une catégorie qui est d'ordre collectif. Alors de la même façon ici, dans l'axe individuel, dans j'allais dire, la émouna, la foi d'un individu, eh bien cette foi doit être soutenue par trois piliers. Et s'il manque un pilier, malheureusement, on aura un gros problème au niveau de la émouna de l'individu. Eh bien, le premier pilier, ça va être le champ intellectuel. C'est-à-dire que, c'est quoi le champ intellectuel? Le champ correspond à l'intelligible, à la personne qui comprend d'elle-même. Quand nous voyons la création du monde, lorsqu'on voyons la création, c'est-à-dire la nature, aussi bien dans ses immensités et ses petitesses, dans les moindres petits détails, nous voyons une intelligence absolument extraordinaire, infinie. Et donc nous disons qu'il n'est pas pensable, il n'est pas possible que toute cette création soit là sans qu'il y ait une cause première qui est Dieu. Il est très difficile de soutenir que le monde soit créé de lui-même, hein, même pour les panthéistes qui pensent que le monde c'est la nature elle-même, c'est très difficile d'imaginer que la nature s'auto-crée elle-même. Donc, au niveau intellectuel, la émouna, la foi en Dieu est quelque chose qui est absolument évident en quelque sorte, hein. Mais ce n'est pas suffisant parce que le champ intellectuel est un champ qui n'est pas suffisant en soi. Il faut passer par le champ émotionnel. Le champ émotionnel, c'est le champ, on va dire, de la vie, de la vie. En nous vivons depuis la naissance jusqu'à la mort, nous avons des expériences, nous vivons entièrement et nous sommes joyeux ou nous sommes tristes. C'est tout le champ émotionnel des expériences que nous faisons. Chaque individu a un champ émotionnel plus ou moins important. Et dans ce champ émotionnel doit également s'introduire la foi. Il est très important d'ailleurs du reste de voir que lorsqu'on veut convertir un individu, enfin un non-juif au judaïsme, eh bien il ne faut surtout pas se suffire simplement d'argumentation intellectuelle. Il faut également le faire participer au fait. D'ailleurs la Torah nous demande de faire d'observer des fêtes, d'observer des tas de choses, toutes les misotes positives, elles sont là pour donc meubler ce champ émotionnel. Et enfin, il y a un troisième champ qui est le champ social. Ainsi, par exemple, si quelqu'un veut être religieux, entièrement très religieux, mais complètement coupé de la société, eh bien, le Rambam dit que c'est vraiment une faute très grave. Ça fait partie des fautes très graves qui n'ont quasiment pas de possibilité de retour. Il faut donc s'intégrer à l'intérieur de ce champ social, faire partie du Ham Israël. Et donc, vous voyez, sans ces trois champs, eh bien, il manque donc un axe, il manque une béquille. Et sans ces trois béquilles, eh bien, il y a un problème au niveau de la foi individuelle. Au niveau de C'est le, l'axe... Oui, c'est le sens du minyan aussi. absolument, le sens du minyan, le sens de faire partie de la société, d'avoir des relations avec tout le monde, d'avoir une place au niveau de la société, de savoir également, pour ceux qui accueillent d'autres personnes, de leur donner une place également. Hein, d'accord. Tout ça, on ne va pas rentrer dans les détails parce que là, on passerait un temps fou. Mais il est clair que qu'un non-juif qui viendrait se convertir au judaïsme, il faut absolument lui donner cette place au niveau social. D'accord. Au niveau du Ham Israël, au niveau collectif, eh bien, on trouve à peu près quelque chose qui est équivalent. On trouve la Torah, qui correspond un petit peu à ce champ intelligible. On trouve Eretz Israël,
qui correspond un petit peu à ce champ émotionnel, la terre d'Israël, là où on vit, là où on travaille, là où on vit, où on récolte des choses et où on partage. Et puis le champ social, qui est le Ham Israël. Et là aussi, donc, trois choses qui sont, trois entités, on va dire, trois axes, trois amoudim, trois piliers, qui sont la Torah, Eretz Israël, le Ham Israël, qui sont absolument partageables, qui doivent être un tout entier, un tout inséparable, un tout indissociable. Et si on essayait de dissocier l'un des trois, eh bien on aurait un problème au niveau de la composition de la structure même de ce peuple juif. Donc ça c'est l'introduction pour vous dire effectivement que dans la discussion concernant le Eretz Israël, il y a effectivement ces deux composantes, la composante individuelle, avec des mitzvot qui sont des mitzvot individuelles, et la composante collective, qui sont des mitzvot qui relèvent de toute la collectivité. Ça va jusqu'à présent? Bien. Alors, on va passer maintenant au suivant. Donc, mitzvat yishuv haaretz, murkevet mishne halakim. C'est ce que je viens de dire à l'instant. La mitzvah de résider en terre d'Israël, elle est donc composée de deux parties. Mitzvah klalit, donc une mitzvah qui est générale, ou mitzvah pratit, et une mitzvah qui est individuelle. La mitzvah klalit muteret al klal Israël. Celle qui est générale, eh bien, elle tient sur l'ensemble du Ham Israël. Veinyana est son sujet, qui bouge haaretz. Donc, la conquête de la terre d'Israël, Veishuva, à l'aider Ham Israël, et son habitation, L'installation. son installation, exactement, Hazak, par le peuple juif. Donc, il faut qu'il y ait tout l'ensemble du peuple juif. C'est ça la mitzvah ici. C'est pas de ramasser la moitié ou le trois quarts du peuple juif, c'est l'ensemble du Ham Israël. La mitzvah pratique, maintenant, la mitzvah qui est pratique, c'est-à-dire qui est individuelle, mais chayevet kol yachid ve yachid. Donc, elle oblige chaque individu du Ham Israël, la gour ba'aretz, d'habiter dans la terre d'Israël, ou l'ishtatef b'yeshuva, et donc de s'associer à son, à son, à son, à son, comment on peut dire, son yeshuv, son installation, quoi. Donc on voit ici encore une fois ces deux axes de cette mitzvah de Eretz Israël, la mitzvah donc qui est klalit et la mitzvah qui est pratit. Je remercie donc ici je vois que je remercie Aslan de nous avoir envoyé cette belle carte. Alors ça c'est la carte Halukat Eretz Israël, les Nahalot Hashvatim. Donc on voit ici le partage de la terre d'Israël du temps, du temps de Moshe Rabbeinu ici, et du temps de Yehoshua ben Nun ici. À droite, c'est Moshe qui a donc ici qui a fait le partage. À droite, c'est-à-dire du côté est du Jourdain, et du côté ouest du Jourdain, hein, c'est Yehoshua ben Nun avec le reste des tribus qui ont donc partagé le reste de cette terre, qui ont partagé sur le reste des tribus. On peut remarquer tout de suite qu'il y a deux grandes tribus, enfin deux tribus qui ont énormément de territoire. C'est Ménaché, qui a donc une part aussi bien à l'est qu'à l'ouest, et Yehuda, qui a une grande part également au sud, avec Shimon qui est inclus à l'intérieur de Yehuda. Très intéressant de voir ça effectivement. Alors, c'est une carte qu'on voit ici, cette carte-là, est souvent la carte qu'on apporte le plus souvent. C'est assez bizarre parce qu'elle ne correspond pas vraiment à... Bon, ça correspond à une certaine période, mais pas plus. Et si vous regardez bien, je vais un peu plus vite. Par exemple, du temps de Shlomo HaMelech, je ne sais pas si vous voyez, comme moi, David et Shlomo, l'empire de David et Salomon. Regardez un petit peu. Voici l'empire de David et Salomon. Ça va jusqu'à l'Euphrate. Et ça descend jusqu'à Élat ici.
et ça remonte jusqu'à à peu près, on va dire, jusqu'au El Arish, à peu près grosso modo. Tout ce territoire-là était le territoire de David et Salomon et Shlomo Amelech, l'empire de Shlomo Amelech et de David. Et donc on est loin de la petite carte qu'on a eue tout à l'heure qui monte à peu près, vous voyez ici, à peu près à ce niveau-là, vous voyez, ça fait ça. Une différence quand même considérable entre cette partie-là et avec, attendez, je dis un petit peu de non, non, plutôt ici, qu'est-ce que c'est ça? Ah, plutôt par là, hein, parce qu'on avait également, on avait cette partie-là qui montait ici. Voilà. Donc on avait également toute cette partie au début par rapport à l'ancienne carte. Voilà. Donc le territoire s'est multiplié par, on va dire, 4-5. Surface du territoire s'est multiplié par 5, facilement. Donc revenons à cette carte-là, qui est d'ailleurs la carte que nous trouvons le plus souvent référencée. Vous voyez par exemple la tribu de Dan qui vient ici, mais qui s'est ensuite installée plus haut, complètement au nord. Une petite tribu telle que Binyamin, Gad, Reuven et la demi-tribu de Ménaché qui se trouve à l'est du Jourdain. On voit ici Moab, là c'est ici à Ammon, Moab, là c'est Édom, ici au sud. On va voir ça un peu plus en détail. Et voilà, nous arrivons à notre paracha d'aujourd'hui. Et dans la paracha d'aujourd'hui, nous lisons la chose suivante. והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ויבאתם את כל משכיותם, ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. Vous chasserez devant vous tous les habitants de ce pays, vous anéantirez tous leurs symboles, toutes leurs idoles de métal, et ruinerez tous leurs hauts lieux. Vous conquérirez ainsi le pays, et vous vous y établirez, car c'est à vous que je le donne à titre de possession. C'est ce qui est marqué dans la paracha d'aujourd'hui. Le paracha de la semaine dernière, parce que là maintenant on rentre dans des varim, c'est Shabbat dernier. Oui, Shabbat dernier, oui, absolument, tout à fait. Ve'im lo torishu et yoshvei haaretz mipenechem, si vous ne dépossédez pas les pays, les habitants de ce pays, ve'aya asher totiru mehem nesikim be'enechem, ceux que vous aurez épargnés seront comme des épines dans vos yeux, et comme des aiguillons à vos flancs, ils vous harcèleront sur le territoire que vous occuperez. C'est la paracha d'aujourd'hui. D'accord? Donc ici on voit véritablement ici, Vehorashtem et haaretz vishavtem ba. Donc vous allez conquérir cette terre et vous y résiderez. Ki lachem natati haaretz lareshetota. Parce que je vous ai déjà donné cette terre afin de l'occuper et afin d'y prendre possession. Vitnachaltem et haaretz. Et donc vous y itnachaltem, c'est-à-dire vous allez hériter de la terre, bégoral, par le tirage au sort, on va dire. Hein. Pour l'instant, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Le Ramban explique la chose suivante. Il nous dit à plusieurs endroits, et là je ne citais que 2 endroits seulement, en quoi c'est une mitzvah effectivement de conquérir la terre d'Israël. Il savinu, la rechet et haaretz, asher natan ha'el it ale, la avotenu, les Abraham, les Isaac ou les Yaakov. Nous avons donc reçu l'ordre, la mitzvah, de conquérir la terre d'Israël, que Dieu nous a donné, et qu'il a donné à nos patriarches, Abraham, Isaac et Yaakov. On n'a pas le droit de l'abandonner à quelqu'un d'autre, Minahaumot, des nations, O lishmama, de la laisser en désolation. Vezeu shinemar, ve'orashtem et haaretz vishavtem ba, ki lachem natati et haaretz lareshetota, ve'itnachaltem et haaretz. Le verset que nous venons de citer tout à l'heure
eh bien, est cité par le Ramban, d'accord, lorsque le Ramban a mis en place donc les fameuses remarques sur les Sefer HaMitzvot du Rambam. Et le Ramban également sur la Torah, il dit Ve'oreshem ta'aretz vishavtem ba, kilachem latati ta'aretz nareshet tota, al da'ati zo mitzvat asehi. Donc, il considère que c'est une mitzvat assez minatora. Il savait otam, Dieu donc leur ordonne aux enfants d'Israël, chez Yeshvu ba'aretz, qu'ils s'installent dans la terre d'Israël, v'yirshu ota, et qu'ils la conquièrent, kihu natna lahem, car il leur a donné, depuis déjà Abraham, Isaac et Jacob, velo im asu benachalat Hashem, il ne doit pas donc im asu, il ne doit pas dédaigner l'héritage de Dieu. ואילו יעלה על דעתם ללכת ולכבוש ארץ שנער, או ארץ אשור, וזולתן, ולהתיישב שם, et s'ils pensent que, יעלה על דעתם, s'ils pensent d'aller conquérir une autre terre, comme la terre de Shinar, la terre de Ashur, ou d'autres terres, et de s'installer là-bas, ya'avru al mitzvot Hashem. Ils feront donc, ils transgresseront la mitzvah de Baruch Hu. Ça, c'est, vous voyez que même si, j'allais dire, même mieux encore, si par hasard ça se faisait, ça devait se faire, ça n'aurait jamais réussi. De toute façon, ça n'aurait jamais réussi. On a un cas dans l'histoire qui n'a jamais réussi. Uma sheifligu rabotenu, mitzvat hayeshiva ba'aretz, et ce que les hachamim ont apporté, j'allais dire, en exagérant les choses. Chez Assur, la Tset Mimena, en disant que c'était interdit de sortir de la terre d'Israël, en disant également qu'une femme qui refuse de monter en Eretz Israël alors que son mari veut monter en Eretz Israël, et qu'il la considère comme une femme qui est moredet. Moredet, ça veut dire, c'est une situation, une femme, elle perd sa ketouba carrément. C'est-à-dire, elle obtient un guet, mais elle perd sa ketouba. Une groucha. Ah, c'est pas une groucha. Moredet, c'est une femme qui se rebelle en quelque sorte. C'est une rebelle. Traduction mot à mot, ça veut dire rebelle. Et une femme rebelle, Moredet, eh bien, elle perd sa ketouba selon la Torah. Bechen Aish, et réciproquement également l'homme. Si l'homme refuse de monter en Eretz Israël, alors la femme veut monter, eh bien, l'homme aussi a entièrement tort, et on libère la femme, et elle monte en Eretz Israël, et l'homme a l'obligation de donner sa ketouba dans ces cas-là. Bekan esavinu b'mitzvah hazu, ki hakatuv hazeh hi mitzvat aseh. Et donc on voit bien ici que les Chachamim, ils n'ont pas fait ça uniquement parce que c'est une mitzvah des Chachamim, parce que c'est vraiment une mitzvah aseh de la Torah, c'est une mitzvah positive de la Torah. Ve'yachzir ha-mitzvah hazu b'mkomot rabim, et cette mitzvah-là, elle est donc rappelée à d'autres endroits. On ne va pas citer tous les endroits, mais effectivement, au moins une demi-douzaine d'endroits où on parle de la conquête de la terre d'Israël, la promesse de Akash Baruch Hu, de Dieu de donner cette partie du globe au Ham Israël. Alors on a vu tout à l'heure David et Salomon, David et Shlomo Ameler, le roi David et Shlomo Ameler. On voit ici que même Édom, Moab, Ammon, bien sûr, tout le Bashan qui a déjà été conquis déjà par Moshe Rabbeinu, tout le Bashan, même ces endroits-là qui sont très très loin, Hamat, tout ça, ça fait partie de cet empire-là. Alors aujourd'hui, regardez un petit peu aujourd'hui, Israël, c'est ça, ça descend jusqu'ici, ça remonte par là, on arrive ici, au-dessus de Haïfa, ça s'arrête ici. On a ici le Golan qui se trouve ici, donc c'est... Voilà, voilà ce que c'est Israël. On a abandonné tout le Sinaï suite à la guerre de Kippour. On a abandonné en 2005 également Hevel Aza, le territoire de Gaza. Et les problèmes sont toujours là malheureusement. On n'a toujours pas résolu tous ces problèmes-là de paix et de guerre. Et donc, ce dont on a parlé, c'était de ça.
grosso modo, ça correspondait à tout ça. Donc on est encore très loin. Voilà par exemple, si on devait comparer entre la promesse divine et la réalité d'aujourd'hui sur le terrain, eh bien, voilà que le Brit Ben Abetarim, le premier, la première alliance entre Dieu et Abraham se termine, cette Brit Ben Abetarim, se termine par les versets suivants. Bayomahu, Karat Hashem et Avram Berit les morts. Ce jour-là, au Brit Ben Abetarim, Dieu a scellé une alliance. Donc, scellé une alliance du Nehar Misraïm depuis le Nil. Nehar Misraïm, c'est le fleuve d'Égypte, donc c'est le Nil qui se trouve donc ici, le Nil, hein, on ne le voit pas, il est là, et il a des ramifications qui viennent se jeter à peu près jusqu'ici. Ad Nehar Gadol Nehar Perat. Jusque, donc Nehar Misraïm, c'est le Nil, et Nahar Gadol, le grand fleuve, eh bien, la Torah nous dit que, et on va l'utiliser, on va le voir par la suite, Nahar Gadol, eh bien, elle nous explique que c'est Nahar Prat, c'est celui-là, le Frat. Donc, d'ici jusque ici, bien sûr, au niveau géographique, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il ne va pas s'amuser à découper ça en petits morceaux. On prend toute cette partie-là et hop, tout ça c'est Israël. C'est clair. Ça, la promesse divine depuis Abraham Avinu. Alors, regardons un petit peu la parachat Massé. Je crois qu'il y a le professeur. Voilà, attendez. Je ne le vois pas tellement, malheureusement. Je ne le vois pas. Ah, voilà, il est là. Il est avec nous. Mais bon, s'il pouvait parler, ce serait bien parce qu'il pourrait nous présenter effectivement, professeur Charvit, il pourrait nous présenter effectivement les balades très intéressantes. Voilà. Alors, Shalom. Comment allez-vous, professeur Charvit? au Hachem, comment allez-vous? Très très bien, Baruch Hashem. Écoutez, on est très content de vous voir parmi nous. Euh, Alors, Est-ce que vous pourriez éventuellement nous présenter ces fameuses balades? oui, oui, j'ai proposé 5 balades en vieille ville de Jérusalem. On n'est pas loin de la ville, alors c'est, je pense, une bonne opportunité d'aller faire, d'aller visiter notre chère antique ville de Jérusalem, Ira Atika. Il s'agit de 5 balades. Et la première, c'est le mont du Temple. D'ailleurs, j'ai choisi le premier Av pour commencer cette série de balades. Premier ave, c'est mercredi, hein, si je ne me trompe pas. Mercredi, Bezrat Hashem, Ouais. à 16 heures à Shar Tzion. Nous commençons une balade de 2 h 30. À chaque fois, ces balades seront à travers quelques stations. Stations à Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem. Alors, nous allons observer le mont du Temple C'est vous et c'est vous qui nous explorer. faites le guide? Pardon? C'est vous qui allez nous présenter ces... Oui, c'est-à-dire je propose à mes invités de venir sur 2, 3 stations. Cette fois-ci, nous irons sur ce qu'on appelle Tayelet Agagot, à partir de laquelle nous verrons très très bien le mont du Temple et j'expliquerai tout ce qui concerne l'histoire du temple à Jérusalem. Bien sûr, nous ne monterons pas sur le mont du temple, bien que c'est une chose que de temps en temps, de temps à autre, je le fais, mais cette fois-ci, il sera, il sera, il ne s'agira pas de monter sur le mont du temple, mais nous serons sur la Tayalet Agagod à partir de laquelle nous observons le mont du Temple et j'expliquerai l'histoire du mont du Temple. Bien sûr, ce n'est pas par hasard que je choisis d'ouvrir ces balades-là
sur ce thème-là. Euh, J'expliquerai les différentes composantes du mont du Temple et les raisons halachiques pourquoi on ne peut pas monter sur cette partie et on peut monter sur cette partie. J'expliquerai l'historique du mont du Temple et bien sûr, nous allons avoir l'occasion de rencontrer des surprises. Par exemple, je parlerai du chauffard du Rav Goren, Ah, qui bravo. est certainement, et je ne sais pas si vous êtes au courant de cela, mais c'est certainement il s'agit du chauffard du Rav Chaim Eliar de Tlemcen, Ah, qui a eu plusieurs péripéties jusqu'à l'aboutissement chez le Rav Goren. Le Rav Bliar du 19e siècle, jusqu'au Rav Goren pour la guerre des 6 jours. Je parlerai bien sûr du Waqf Abomidan, je parlerai de plusieurs thèmes historiques et halachiques qui nous préoccupent en ce qui concerne le monde du temple. Alors, ça, c'est la première balade. La deuxième balade, alors attendez, excusez-moi. Est-ce que ce sont des balades qui sont mixtes avec des Israéliens et des Français oui, ou bien? oui, c'est-à-dire, cette fois-ci, je commence en langue française, Mhm. mais viendra le jour où je continuerai, je commencerai en hébreu. Ben, c'est très bien. Oui, mais cette fois-ci, je commence qu'en français, et je crois que c'est une chose très importante pour la francophonie qui arrive en Israël et qui veut s'intégrer dans les mœurs israéliens et comprendre un petit peu la complexité de tel ou tel thème. D'ailleurs, j'aborde plusieurs euh, thèmes fondamentaux de la société israélienne. Et cette fois-ci, je commence avec le monde du temps. Bravo. Le deuxième thème sera celui de, des Juifs d'Espagne et du Portugal à Jérusalem. Et je parlerai de la synagogue de Ramban et les 4 synagogues espagnoles, séfaradiotes et portugaises à Jérusalem, en vieille ville, les fameuses 4 synagogues de Rabban Yochanan ben Zakkai, à Istanbuli, à Emtsaï, Eliyahu Hanavi, toutes ces synagogues-là qui symbolisent la présence espagnole. Je parlerai bien sûr du Rabbi Ovadia de Bertinoro, et Extraordinaire. bien d'autres choses. Je parlerai du conflit entre Tzfat et Jérusalem en ce qui concerne la smicha, le chidouche à smicha, et d'autres sujets très intéressants, le Rishon Letzion, les Rishonim Letzion. C'est Je parlerai passionnant. du Rav Yaakov Moshe Ayash, qui était d'Alger et qui était le fils du Rav Yehuda Ayash, et d'autres thèmes. Euh, euh, la troisième balade sera sur les traces des rabbinim d'Afrique du Nord et de la vieille ville en Jérusalem. Euh, il s'agit de plusieurs personnages à partir du Rav Chaim Ben Attar jusqu'à Manitou. Et à nouveau, je parlerai de plusieurs thèmes très très intéressants qui concernent la vieille ville de Jérusalem. Et la quatrième balade sera autour du personnage du Rav Kook et les événements de 1929, Tarpat. Ah oui. C'était un leader qui était au cœur du conflit arabe et hébraïque et juif. Et bien sûr, je parlerai du personnage. Et, et encore une fois, nous allons rencontrer les difficultés qui étaient autour de pas mal de lieux en vieille ville à Jérusalem. Je parlerai de la Khourba, de Bet Knesset Tiferet Israël, et bien sûr de Menachem Tzion, les élèves du Gaon de Vilna, les élèves du Baal Shem Tov, c'est-à-dire le quartier, je dirais, Ashkenaz, et non pas séfarade, comme je viens d'en parler tout à l'heure, à Bravo. Jérusalem, en vieille ville.
Et encore une fois, nous tournerons aussi autour du mont du Temple, car justement, Hajj Hamid el-Husseini, en 1929, va Marché mot. mondialiser, va internationaliser, je dirais, le problème arabe à travers le mont du Temple. Il va vouloir faire du mont du Temple un thème universel, international du monde arabe. Et il a d'ailleurs réussi. Et voilà que le Rav Kook va avoir un rôle très important en, en ces fameux événements 1929. Je parlerai bien sûr du chauffard du Rav Segal et bien d'autres thèmes. Et, et en fin de compte, je terminerai par une balade hyper intéressante autour de l'événement biblique du XXe siècle. Je parle de la guerre des 6 jours. Je parle de l'impact de la guerre des 6 jours sur les Juifs de France et les Juifs de la diaspora. Et bien sûr, je parlerai de quelques personnages, dont le Rav Goren, bien sûr. Et voilà. Alors, C'est pour le passionnant, vraiment, thème, c'est passionnant. J'ai l'impression que c'est un véritable trait d'union que vous faites par rapport à comment vous nous plongez dans le 17e, 18e, 19e siècle. Alors qu'en je commence réalité, aujourd'hui, on est accroché à 1948 quasiment, quoi. exactement. À vrai dire, je commence déjà bien avant, c'est-à-dire Rambam, l'époque du premier et le second temple, et bien sûr, après bien sûr. le Moyen Âge et la Renaissance, Oui, mais ça on connaît, la ça, moderne. grosso modo, le deuxième Beth Amikdash, ça on connaît. Mais ce qu'on connaît pas, c'est entre le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash et 1948, ça c'est vraiment une époque qui est vraiment, Exactement. qu'on connaît Exact. très, 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 très peu, quoi. Très, très, très peu. Et toutes les différentes montées des Talmidei Chachamim avec leurs disciples, etc., qui sont faits durant tous les siècles. En réalité, durant tous les siècles, il y a eu des Talmidei Chachamim qui sont montés, des gens qui sont venus à pied quelquefois, dans des conditions absolument abominables, qui sont passés des routes absolument incroyables pour arriver en Israël, Yerushalayim, à Tzfat ou à Tibériade, etc. C'est absolument incroyable. Maïmonide, Passionnant. justement, Maïmonide nous explique qu'afin de pouvoir légiférer dans le domaine de Hibour à Shana, de Hibour à Chodesh, Hmm. il faut qu'il y ait une continuité du Yishuv ici en Eretz Israël. Et il nous dit que Hachem nous a promis qu'il n'y ait pas d'interruption dans le Yishuv ici en Eretz Israël. Et justement, effectivement, pendant toute la période de l'exil, il y avait ici au moins un minyan. Et grâce à cela, nous pouvons fixer les temps de Rosh Chodesh, qui est par le fait que ici, il y a une présence permanente en Eretz Israël. Point important que vous avez soulevé ici à ce propos-là, à propos du Rambam, on va en parler peut-être tout à l'heure, effectivement, lorsqu'on parle de Eretz Israël, eh bien, il y a Eretz Israël telle qu'elle a été promise au patriarche et qui a sa Kedusha. C'est-à-dire qu'il y a des endroits aujourd'hui qui sont Eretz Israël, qui ne sont pas du tout habités par les Juifs et qui sont encore une Kedusha qui est une Kedusha intrinsèque. Exactement, c'est Et, la frontière sud-ouest de Yerushalayim, d'Israël, pardon, qui monte jusqu'au Nil. Et alors, ce qui est incroyable, on aura peut-être l'occasion de le voir tout à l'heure, c'est que il semblerait que le Rambam, parce qu'il y a une grande question sur le Rambam, on dit que le Rambam est venu en Israël, puis après il est parti en Égypte. Mais en en réalité, 1165. voilà. Et en réalité, ce qui est absolument incroyable, c'est un point qui est important parce qu'on se dit, mais c'est incroyable, pourquoi est-ce que le Rambam qui dit qu'on n'a pas le droit de quitter Eretz Israël, lui-même a quitté Eretz Israël? Alors, une des réponses, c'est de dire qu'effectivement, il est allé dans l'ancien Caire. Et l'ancien Caire fait partie de Eretz Israël. Eh oui, c'est une thèse qui est très plausible pour expliquer pourquoi est-ce que le Rambam a quitté Eretz Israël pour aller au Caire. Enfin bref, on a peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Il est intéressant de souligner qu'il est monté, lui, le Rambam, Maïmonide, est monté sur le mont du Temple en 1165. Il va dire que ça va être une journée mémorable et qui sera à jamais pour lui, pour la postérité, un jour de fête. Et Oui. d'ailleurs, il a parlé aussi de son entrée à Hebron dans Merat HaMarpela,
ce sont deux événements qui va souligner comme étant des événements indélébiles Dans sa mémoire. postérité. Extraordinaire. C'est extraordinaire. D'ailleurs, vous avez dit, Monsieur Choukroun, le Rav Choukroun, vous avez parlé de la problématique que souligne Rabbi Ishtori à Paris, parce que vous savez qu'il est parti s'installer à Beit She'an. Et Beit She'an ne faisait pas partie de Gvulot Olé Bavel. Il est parti vers le. Vous voyez Beit She'an ici dans la. Oui, 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 c'est là, c'est au-dessus de. C'est à peu près ici, voilà, Belchan, vous voyez, là, Beit ici. She'an. C'est à quelques Bien, kilomètres il est parti de là-bas Kibalat. pour justement dire ce que vous avez dit maintenant à l'instant, c'est que certes, Beit She'an ne fait pas partie des Gvulot Olei, et Babel. des Gvulot à Haftacha et de Gvulot, pardon, dans les Gvulot Olei Bavel qui aujourd'hui nous interpellent au niveau des mitzvot Atluyot Baaretz, on n'est pas obligé de préserver les mitzvot Trumot Maasrot. parce que des Trumot et Maasot, parce que les Beit She'an ne faisaient pas partie La elles Kedusha, faisaient oui. partie d'une mouvlate qui n'était pas juive. Alors il vient nous expliquer que certes, elle ne fait pas partie de Gvulot Olé Bavel, mais c'est Eretz Israël. Ah, Vadaï, ça c'est Il sûr. n'y a pas de confusion, parce qu'elle fait partie de Gvulot Olé Mitzrayim et de Gvulot Haftacha. Tout à fait. Certes, aujourd'hui, on n'est pas obligé de préserver les Trumot et Maasrot parce qu'elles font partie de Gvulot Olé Bavel, mais elles font partie d'Eretz Israël. Et il dit même les chevaux le savent, même les ânes le savent. Comme ça, il le dit de façon tellement ironique et voilà. Alors et c'est pour ça qu'il est parti s'installer à Beit She'an, justement pour Pour ça. dire à haute voix que ça fait partie d'Eretz Israël et ne pas confondre entre les différentes gvoulottes. Alors D'ailleurs, on parlait de. aujourd'hui, ils font le prélèvement des Trumot Maasrot ou non, finalement, à Non, Betchel? Pas non, encore. normalement non, parce Non. que c'était une question qui s'était posée au niveau des kibbutzim qui sont pas loin de Tirat Tzvi et Sde Eliyahu qui font partie de la région de Beit She'an. Alors, on a posé la question. À ma connaissance, la réponse était qu'ils ne sont pas obligés de préserver les Turomot ou Maasrot parce qu'ils font partie de Beit She'an, mais c'est Eretz Israël. Ce serait bien Vadaï. Vadaï, évidemment. Si vous avez l'occasion d'aller à Sde Eliyahu, je vous conseille, franchement, ça vaut vraiment le coup. Il y a des arbres très, très, très curieux là-bas. C'est un Yishuv qui est très ancien. Il y avait des Français dedans, dans ce Yishuv de Sde Eliyahu. Des arbres très, très bizarres, très curieux. On voit des racines énormes qui montent comme ça. C'est absolument incroyable. Je vous conseille d'y aller. Il y avait un Ulpan Diour là-bas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de francophones et il y a même une personne qui s'appelle un nommé Nakash, qui est Yaakov Jacques Nakash, qui a cherché son identité et jusqu'à nos jours. Il se croyait chrétien Ah bon? très longtemps, oui. C'est un monsieur. Il y a d'ailleurs un film dans YouTube. Vous pouvez vous visiter dans YouTube. Vous pourrez voir un film extraordinaire. Il a habité à Sde Eliyahu et grâce à cette chose-là, il a redécouvert son identité juive et vraiment. Alors quoi, il s'est converti, il s'est reconverti, enfin il s'est Il ne s'est pas converti, converti parce qu'il était c'est juif. juif, ouais, d'accord. Mais il a dû recomprendre ce que signifie D'être juif. l'identité juive et l'identité hébraïque. Aïe, aïe, aïe. Hazak, Hazak Baruch. Pour terminer, avec votre permission, Alors, allez-y, je vous en prie. je vous ai envoyé dans votre WhatsApp Oui, tous mes ouvrages, dont l'ouvrage que j'ai fait sur Eretz Israël dans Parashat Hashavua, et d'autre part, la biographie de Manitou en hébreu. très bien. Le livre sur Eretz Israël est en français. Alors, voilà. Ça va être très facile à lire. On peut les Avec trouver grand où, les plaisir. livres? Pardon? On peut les trouver où, les livres? Chez moi, chez moi. Ah, j'ai encore chez Vous toi. avez toutes les coordonnées là dans la publicité que je vous ai D'accord. envoyée.
Je ne sais D'accord. pas, je suppose que M. Cohen, Oui, si, Saban, vous êtes oui, dans cette. Vous allez oui, oui, voir oui, là-bas. j'ai bien reçu, j'ai bien reçu. Vous allez voir, toutes les coordonnées se trouvent là-bas. Oui, vous avez fait Bon, aussi un livre sur de Constantine à Jérusalem, là, Tout à fait, j'ai écrit sur les rabbins d'Algérie et la ouais, ben, modernisation, les rabbins d'Algérie et la terre d'Israël. J'ai je comptais écrit, l'envoyer au rabbin Gage, qui est de Sarcelles, qui est aussi originaire de Constantine. Constantine. Hmm. Oui, tout à fait, et oui, bon, mais c'est la j'étais en période du mission, Rav Manu Chouchna, etc. oui, Rav Mikra. tout à fait. Ce sont des recherches historiques que j'ai eu la chance de faire. Et j'ai d'ailleurs le livre sur Eret Israël dans Parashat Hashavua était lors de ma shlichut éducative que j'avais faite dans les années 80, à la fin des années 80. Et j'habitais à Sarcelles j'étais avec le Rav Gage, le grand rabbin Gage. Mhm. Et voilà, alors En quelle année c'était? en 88-90, Ah Ah, oui. 88-90. oui, j'ai habité à Sarcelles, mais j'étais le chaliard de Paris et de la région parisienne. Ah, vous avez Ah, habité à Sarcelles? Oui, Ah bon? Combien de temps? 2 ans alors? 2 ans? 2 ans, oui, on habitait à un rue de Place, un rue de Place de France, Hmm. au- au-dessus des Flanades, voilà. Mais Fameux- Les je fameux leur Flandres. disais que moi, j'habite, à vrai dire, en Eretz Israël, et je suis venu parler d'Eretz Israël, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, et voilà. Bravo, bravo, Hazagoro. bravo, bravo. Bah, Pour, écoutez, je crois que toutes pour ces la, balades vont être passionnantes, hein, et je vais pour être. la petite, euh, pour la petite anecdote, vous savez que je suis originaire d'Égypte. Et j'ai des Oui. amis à Tel Aviv qui viennent de sortir un livre sur les rabbinim d'Égypte depuis 2 ou 3 siècles. Et j'ai commandé le livre, j'attends de le recevoir. Ah, Yofi. En hébreu, bien sûr. En Mais bon, hébreu? je suis très intéressé de savoir comment les noms et les photos et les dates de tous ces rabbinim, parce que certains d'entre eux, je crois, venaient peut-être même du Maroc. Je vois, Oui. enfin, pas ça, on verra, je verrai. Le Rav Ventura, le Le dernier Rav rabbin. Ventura, le Rav Ben Simon aussi, qui était grand rabbin d'Égypte. Nachon. Mais vous Alors, parlez, qui est l'écrivain de ce livre-là, Tzvi? c'est un jeune rabbin qui est maintenant installé à Livourne. Ah oui. Il s'appelle Dahan. Il est originaire lui-même d'Égypte et ses parents étaient originaires d'Égypte. Et il a mis 5 ans pour faire des recherches sur tous les rabbinines d'Égypte. Eh ben, justement, le Rav de Vache et son fils, le Rav David Ben Shimron, qui était l'initiateur de Machane Israël, la Oui, Shrouna maghrébine, pas loin de la porte de Jaffa, oui, eh bien, le Rav David Ben Shimon, euh, eh bien, il est monté en 1855 et il s'est occupé de toute la population maghrébine en Eretz. Son fils va être le grand rabbin d'Égypte et du Caire. Et, et celui qui a beaucoup traité ces responsables, c'est le professeur Tzvi Zohar. Il a écrit un livre très important. Je suppose que le rabbin d'Ahan cite le professeur Tzvi Zohar. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Manitou, on lui a demandé de remplacer le grand rabbin Ventura en 1948, mais Manitou a refusé. Il voulait un rabbin parlant français et voilà, il a refusé, il a préféré rester à Paris et s'occuper de l'école d'Orsay, Oui, bien sûr. Mais il a fait énormément de travail là-bas, les cours d'Orsay, hein, bien sûr, Manitou. Non, bien non. sûr. Eh bien, écoutez, avec votre permission, on va peut-être continuer parce que. Merci beaucoup et Chazak Vehemat, Risku Vehimtsu. Amen, amen. On va écouter. On a le droit de transmettre vos invitations de balade à d'autres groupes. Avec grand plaisir. Ben, Avec on grand va le plaisir. faire. S'il vous plaît, inscrivez-vous pour que je sache. Oui, il n'y a pas de problème. Euh, Moi, en tout cas, moi personnellement, je suis très très intéressé par ce genre de choses. Et je peux vous dire une chose, c'est que énormément de Français ne connaissent pas tellement Jérusalem. d'accord, d'accord. Et Ça, nous avons le luxe d'habiter pas loin.
Et vraiment, des petites balades comme ça de 2 heures et demie sympathiques, je crois que c'est Ah une oui, très très bonne opportunité. absolument, absolument. Et écoutez, encore mieux, les meilleures découvertes qu'on fait, c'est lorsqu'on a des guides qui parlent hébreu. C'est incroyable. C'est absolument incroyable parce que les guides qui parlent hébreu, ils en savent, j'allais dire, beaucoup plus que tout le monde. Ils en savent énormément de choses, savent énormément de choses. Bon, Oh, Joseph. merci beaucoup. Merci de votre invitation et Bémet, bonne continuation et Shavua Tov Tout le et monde. Betfila et Binyan Ariel, Bezrat Hashem. Amen, amen, amen. Est-ce que vous avez connu Shlomo Ben Haim, qui a écrit aussi un livre sur Manitou, qui est décédé maintenant bon, il y a Oui, une Shlomo dizaine Ben d'années. Naïm. Ben Le Shlomo Naïm. Ben Haim. Oui, On mais était il est ensemble en d'Égypte classe à aussi. l'école Yavneh. Il est d'Égypte aussi, c'est un Et juif aussi d'Égypte. d'Égypte, c'est ça. Oui, oui, bien sûr. Il a fait 2 livres sur le Shon Sur Manitou. HaKodesh, C'est ça. qui est basé sur le livre du Rav Yosef Jikatila et Sha'arei Ora. Et il y a toute une analyse sur le Lashon HaKodesh de Manitou, qu'avait enseigné Manitou. Bien sûr, c'est un livre que je cite dans mon ouvrage parce que moi, je me suis occupé de Manitou plutôt en tant qu'historien. Alors, j'ai enseigné, j'ai écrit sur la pensée de Manitou, mais dans le contexte historique de son époque. Et bien sûr que Benaïm Vous ne est l'avez pas cité. connu personnellement. Oui, je l'ai connu, Ah, vous l'avez connu. bien sûr. Baruch Donc, Hashem. Alors, je vous remercie et à très très bientôt et à que de très bonnes bientôt. choses, Bezrat Hashem. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Que des bonnes choses, Béat Hachem. Shalom Aleichem. Shalom. Shalom Aleichem. Alors, on va continuer. Donc, ici, Parashat Mas'eh. Donc, en arrivant ici à Parashat Mas'eh, et la paracha d'aujourd'hui, enfin de Shabbat dernier, elle nous décrit les différentes limites ou frontières de la terre d'Israël. Elle nous dit par exemple que la frontière du sud, voilà, la frontière du sud, du Negev, donc, Peat Negev, la frontière du sud, Mibertsin, elle est des Edom. Mibertsin, c'est le désert de Tsin. Alors, on va trouver ça ici, désert de Tsin. Vous voyez, Edom se trouve ici. Tsin, c'est à peu près par là. Le désert de Tsin, c'est à peu près par ici. Je dis à peu près parce que c'est toujours c'est jamais très précis toutes ces choses-là. Et ensuite, Min Negev, les Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, on se situe à peu près là aussi par là. Kadesh Barnea. Ensuite, on arrive au Gvul Yam, donc la frontière ouest. Ce sera donc Hayam Agadol. C'est quoi Yam Agadol? C'est ici on a Yam Pelishtim, qu'on appelait, enfin également dans la Torah on parle de Yam Pelishtim. Yam Agadol, c'est la mer Méditerranée, tout simplement. Donc la frontière ouest, c'est la mer Méditerranée. Donc j'ai tracé ici un trait pour montrer que la frontière ouest se trouve ici, la frontière sud se trouve ici. Ensuite, on va arriver, quand on arrive ici en haut, on va arriver à Levo Hamat. Levo Hamat, vous voyez, Hamat se trouve ici. Donc j'ai mis à peu près cette frontière, à peu près à ce niveau-là. On va avoir d'autres discussions par la suite, si vous voulez bien. Ensuite, de là, eh bien, de là, donc on arrive à la frontière nord, toute cette frontière nord, et ensuite, on descend, au Mahal Ketef Yam Kinneret Kedma, donc ça va donc se descendre au Yam Kinneret qui est à peu près ici. Bon, là j'ai tracé un trait droit, mais en réalité ça peut descendre par là, vous voyez, et ça suit donc le Jourdain, Yarden, Yardena, Vayutot Sotav Yam Melach, donc ça va passer donc par Yam Melach, la mer Morte qui se trouve ici. Alors, dans cette description des gvoulottes, donc des frontières, eh bien, vous voyez bien ici que la terre de Ménaché qui était ici à droite et à gauche, donc apparemment la frontière coupe ce territoire de Ménaché et de Gad et de Réhouven. Alors, c'est la question qu'on va se poser. Pourquoi est-ce que ces frontières-là sont des frontières qui sont des petites frontières?
Alors que on avait vu que les frontières, normalement, elles vont du nord complètement au nord, descendent entièrement en bas et remontent très largement sans aucun problème. Alors voilà, donc la réponse se trouve dans les Pninei Halakha, j'ai pris cette réponse-là, mais il y en a d'autres, bien entendu. אמנם בפועל, מצוות יישוב הארץ צריכה להתקיים בהדרגה. C'est-à-dire que la mitzvah de Kivush Haaretz, de la conquête d'un territoire d'Israël et de son installation doit se faire behadraga, c'est-à-dire avec progressive. de façon progressive. Les filles cholto chez l'âme Israël, selon les possibilités du peuple juif. Mais la reine, et c'est pour ça, hadracha haelokit, donc la directive divine, a été l'ervosh techilat ever Yarden, donc c'est d'abord de conquérir la partie ouest du Jourdain, Maravi, Kefi Hagvulot, chez Parashat Masé, selon les frontières de la paracha qu'on a lu cette semaine, le Shabbat dernier, Shehem Hashtachim Hamikudashim Yotir Baaretz, qui sont donc les territoires les plus saints, qui sont le cœur, j'allais dire, de ces territoires de toute Eretz Israël. Verak leachar sheyeshvu et kol hashtachim shebeyadam, et une fois qu'ils ont donc se sont installés sur ce territoire-là, Itrachevu behadraga. Ensuite, ils vont s'étendre progressivement, les Yarden Mizrahi, pour aller du côté est du Jourdain, le Chol Shitre Eretz Israël et tous les territoires d'Eretz Israël vers le nord, vers le sud, vers l'est. Et vers, Ah, oui, permettez d'intervenir une seconde, s'il te plaît. oui, moi je vous entends très mal là. Attends, voilà. Tu m'entends mieux comme ça? Très bien. Oui. Ok. Alors, ce que tu es en train de dire, est-ce que par hasard, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre actuellement? Oui, mais en fait, oui et non. Oui et non. Oui et non. Malheureusement, parce que ici, vous voyez, dans la parashat Mas'é, qu'on a lu samedi dernier, c'est pas exactement ça. Nous vivons ce qu'on appelle, malheureusement, j'allais dire, nous vivons ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef, la période de Mashiach ben Yosef. J'ai pas tellement la possibilité aujourd'hui, vu le temps que nous avons, de pouvoir m'étendre là-dessus. Il faudrait écrire un livre carrément sur Mashiach ben Yosef, avec tout ce que ça comporte, toutes les conséquences et tous les aspects de ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef. En gros, Mashiach ben Yosef, c'est c'est la période à partir de laquelle les enfants d'Israël reviennent en Eretz Israël progressivement, mais à un temps et à un moment où le Ham Israël n'est pas encore prêt de rentrer en Eretz Israël. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que on n'était pas encore prêt. C'est normalement, s'il n'y avait pas ce temps fixé d'avance, qui est donc entre 1900 et 1950, je parle toujours en calendrier chrétien, hein, nous sommes d'accord. Hein. Et s'il n'y avait pas donc ce temps fixe, limite, que Dieu a donc prescrit par la voix des Névim, des prophètes, eh bien normalement l'exil aurait continué encore. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas encore en place, on n'était pas encore suffisamment prêt pour rentrer, non pas prêt au niveau militaire, mais prêt au niveau de toutes les mitzvot de la Torah. Donc ce temps a bouleversé en quelque sorte les choses, et l'exil a quand même pris fin progressivement, mais il faut savoir que l'image du Ham Israël d'aujourd'hui, c'est l'image du Ham Israël qui aurait pu continuer à être ainsi dans la galoute. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails malheureusement, parce qu'on n'a pas le temps là-dessus, avec toutes les hashlachot, toutes les conséquences que cela peut avoir, et toutes les conceptions que cela peut avoir, et ça révolutionne entièrement l'idée que nous avons aujourd'hui de cette période qu'on a ici. Donc c'est pas du tout ce que nous demande de faire la Torah, bien entendu. Ça c'est clair que la Torah nous demande de faire une conquête progressive. Mais vous savez très très bien, malheureusement, que aussi bien le Sinaï, qui fait partie des restes d'Israël, a été rétrocédé à l'Égypte, et également le Hevel Aza, la partie de Gaza, a été également rétrocédé au Hamas, comme tout le monde le sait très bien, alors que ça fait partie, bien entendu,
de Eretz Israël. C'était la totalité du Sinaï? Normalement, oui, toute la péninsule Ah, du Sinaï. Bien que la Torah, elle indique des limites, des bordures qui sont des bordures habitables, parce que le Sinaï, jusqu'à aujourd'hui encore, n'est pas encore tellement habitable. C'est vraiment du sable partout et des montagnes ou des montagnes partout. C'est quasiment impossible de cultiver des choses là-bas, hein. C'est très peu habité, même aujourd'hui encore, hein. Mais c'est clair que lorsque la Torah dit du Nil à l'Euphrate, elle balaye toute la péninsule du Sinaï. Toute la péninsule du Sinaï. Dieu ne s'amuse pas à découper comme ça les choses, hein. On continue ici. La reine, ça va, Moshe? Bon. La reine Mitril, oui, Mitrila, lo itkaven Moshe Rabbeinu lichvosh et eres Sichon ve'og. Donc c'est pour cette raison que Moshe Rabbeinu, au début, n'avait pas l'intention de conquérir le territoire de Sichon et Og, qui normalement devait appartenir aux enfants d'Israël également. C'est parti donc de la Nachala, de l'héritage de la terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il devait d'abord conquérir le cœur de cette Nachala, de cet héritage. Et ensuite, une fois qu'ils seraient établis, ils auraient dû normalement continuer encore à progresser au nord et à l'est et au sud. C'est seulement parce que Sichon et Og n'ont pas accepté de faire le shalom avec Israël, Veyas'u negdam la milchama, et qui sont sortis contre les enfants d'Israël pour faire la guerre, Kavash am Israël et Arsam. C'est pour ça que donc Israël a conquis leur terre, j'allais dire, pas à contre-cœur, mais parce qu'il n'y avait pas de solution. Mais ce n'était pas l'intention première. ואחרי שבני שבט ראובן וגד ביקשו להתנחל בעבר הירדן המזרחי, et c'est pour ça que, une fois que les tribus de Réhouven et de Gad ont voulu donc prendre leur territoire là-bas, donc du côté est du Jourdain, Ne'ena Moshe Rabbeinu li bakashatam, donc Moshe Rabbeinu a accepté leur doléance, Ubitna eshe afhem itishtatefu bekivush hachelek hamekudash yoter, à la condition, bien entendu, qu'eux aussi participent à la guerre et à la conquête de la partie la plus sainte, qui se trouve donc à l'ouest du Jourdain. Et ainsi, le Ramban il dit aussi, qui est Sichon ve'og Yerushatam chez l'Israël. Donc, le Ramban il dit, donc effectivement, dans le chapitre 21 au verset 21, il dit ainsi, effectivement, que la terre de Sichon et Og faisait partie de l'héritage d'Israël, qu'il est Morihi, parce que justement, ça appartient, parce que Sichon et Og, c'est fait partie du peuple Émori, et le peuple Émori fait partie des 7 peuples promis par Dieu à Abraham. Aval Moshe haya yodea ki Israël ata lo yichboshu kol 10 amamim. Mais Moshe savait très bien que ce n'était pas le moment de conquérir tous les 10 peuples. 10 peuples moins, bien entendu, le 3, c'est-à-dire celui de Édom, Moab et Ammon. Vehaya hafez shiye kol kevusham me'ever la Yarden v'hala. Et donc, il aurait bien voulu, il voulait justement aller conquérir la partie ouest du Jourdain, chez Yihi et Moshava Miahad, afin que le Jourdain ne sépare pas les tribus de part et d'autre, et qui est la terre principale, le cœur d'Israël, qu'on appelle Eretz Zavat Halavudvash. Voici donc ici le commentaire du Ramban sur le chapitre 21 au verset 21. Vous voyez que, effectivement, cette hadraga, c'est-à-dire cette conquête progressive, était voulue déjà par la Torah depuis le départ. Voilà donc, on arrive pratiquement vers la fin. Vous voyez ici, ça c'est des cartes qui sont prises dans le livre de Pliné Halacha du Rav Eliezer Melamed, où vous voyez ici que, eh bien, vous voyez que lorsque la Torah, tiens, comment ça c'est que ça marche pas là, voilà, elle parle du sud, eh bien, on voit ici quatre visions des choses, hein, donc la frontière telle que les Metargemim, c'est-à-dire les Unkolos et Jonathan Ben Uziel la fixe, vous voyez, à peu près ici au niveau du canal de Suez. Ou bien, par exemple, d'autres commentaires
Comme ici par exemple. Voici par exemple ici également une, comment dirais-je, Alors, ça correspond à quoi, là, le trait rouge? c'est ce que j'ai dit, hein. Et le trait rouge, donc ici dans Parashat Mas'eh, ce que je vous ai Oui, expliqué tout à l'heure, oui. avait plusieurs possibilités d'être interprété. Et là, on en Ah, voit une, deux, trois, quatre possibilités d'interprétation. ah. Voilà, tout simplement. Il y a quatre possibilités d'interpréter, soit par ici, encore montant vers en haut, soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-là, un peu plus tortueuse, vous voyez, en vert, pardon, en bleu clair, qui passe comme ça. Mhm. Alors maintenant la partie nord, alors là on a encore, on a 5 ici, la partie nord, on voit ici l'Euphrate, un, 2, 3, 4, 5, 5 interprétations, la plus haute, celle des Métargémim, et puis les autres qui viennent ici par exemple, vous voyez que le Rambam, il fixe la partie nord ici, là. D'autres qui la fixent du côté de Tripoli, un autre qui la fixe au niveau de Beyrouth, la partie nord. Et la partie nord-est, là on a droit à deux grandes idées. Vous voyez celle-ci, nord-est, qui comprend une bonne partie d'Assyrie, avec Damas, qui descend jusqu'en bas, comme j'ai expliqué tout à l'heure, toute la péninsule du Sinaï. Et puis une autre partie qui se trouve ici, et qui suit le Nil, carrément, le brin complètement comment, le brin le plus à l'est Ça du. va jusqu'au Caire? Ça va jusqu'au Caire, mais c'est l'ancien Caire, hein, c'est pas le Caire Ah aujourd'hui. oui, d'accord. Hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, l'ancien Caire, qui fait D'accord. donc partie des Eretz Israël, vous voyez, et qui arriverait à peu près ici, donc qui englobe bien entendu le Jourdain, le Jourdain, le pays là, qu'on appelle Jourdain aujourd'hui, qui englobe également Damas, et qui arrive ici. Donc vous voyez de grands tracés. Un tracé qui fait comme ça, et un tracé qui est là. Un tracé en marron et un tracé en vert. En tout cas, les deux tracés arrivent à l'Euphrate. Et ce qui fait qu'effectivement, on comprend pourquoi la Gemara elle dit que du pays d'Israël, on voyait Babel. Et de là, eh bien de là, ils émettaient des signaux de fumée en direction de Babylonie pour leur dire que c'est le Rosh Chodesh. Pourquoi? Justement, parce que la frontière n'était pas tellement loin finalement de Babylonie. Il y a un chat. Au sort de l'Euphrate et du Nil, oui, pourquoi pas, oui, absolument, tout à fait. Alors maintenant, tout ça c'est bien gentil, mais que disent les Névi'im, que disent les prophètes? Parce que les prophètes, ce qu'ils nous disent, c'est ce qui va arriver. D'accord? Eh bien, regardez ce qu'ils disent les prophètes. Moi, je ne veux pas vous lire tout ça, parce que c'est. Voilà ce que disent les prophètes. Voilà la carte des deux derniers chapitres de Cheskel. Voilà ce que Cheskel nous dit. Vous voyez, toutes les cartes sont entièrement retouchées. Grosso modo, ça va être à peu près ça, hein. Ça va ici, et ça descend. Ça englobe Edom, en réalité, ça englobe tout ça, hein. Ça arrive à peu près ici. Donc vous voyez, en gros, ce qui est important surtout de savoir, c'est que il y a au centre ici, autour de Jérusalem, quelque chose comme 60 km² qui va être réservé aux Kohanim et aux Lévi'im.
ainsi le décrit Yecheskel dans les derniers chapitres 47 et 48 de Yecheskel. Donc une zone de 60 km² environ qui va se retrouver ici, et au milieu, le Beth Amikdash qui va faire à peu près 2 km, un peu Et, plus de 2 km². on a Beth Yehuda Amikdash. au nord. On a Yehuda au nord, là. Yehuda Alors, remonte au nord, oui, mais d'habitude, Yehuda était, Binyamin sur descend les au autres sud. cartes, ils étaient au sud. Absolument, alors que normalement Binyamin était au nord par rapport à Yehuda. On voit que Yehuda se trouve au nord et Binyamin au sud. Shimon Oui, se trouve ici. Issachar, Zevulun et Gad, alors que Gad se trouvait par là, il se retrouve en bas. Dan, lui, reste en haut. Il avait un bout ici et un bout là-haut. Il se retrouve complètement en haut. Asher Naphtali, Ménaché qui était ici, là, pardon, il était là. Non, oui. non, il était plutôt ici, voilà, ici. Là et là, ou là et là, je ne me rappelle plus très bien. Mais il se retrouve complètement en haut. Ephraïm, oui, donc tout est redistribué, tout est entièrement redistribué. Les terres sont redistribuées et donc, Edom fait partie de. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis ce pointillé ici. Normalement, c'est comme ça que ça devrait être. C'est ça que Yecheskel nous décrit dans les deux derniers chapitres, Mem Zayin et Mem Chet de Yecheskel. Donc, je ne reviens pas pour vous citer tout ça. Vous voyez, tout ça c'est ici. Si vous le voulez, c'est en français ici. Avec toutes les gvoules ménachées, etc., etc., toutes les gvoulottes. Et voilà. Donc, vous voyez, donc, ce qui est important surtout, c'est de savoir comment est-ce que le prophète, que surtout Ezekiel, qui nous a décrit donc ce qui va arriver par la suite. Donc, ce qui va arriver par la suite, personne ne sait comment est-ce que ça va arriver. Personne ne peut nous dire comment cela va-t-il arriver, par quel processus ça va arriver. On sait que ça arrivera, mais on ne sait pas comment ça va arriver. Et en réalité, tout le monde, on peut dire que personne ne le sait, mais on peut dire aussi que tout le monde le sait, parce qu'effectivement, la Bible est le livre le plus vendu dans le monde et le moins lu, le moins lu et le moins compris. Et donc, Yecheskel fait partie des grands prophètes d'Israël. Et normalement, eh bien, les Goïm, c'est le livre de la Bible et le livre le plus traduit aussi. Et donc, il est à disposition de tous les Goïm pour savoir ce qui devrait normalement se passer. Donc, c'est une histoire encore à suivre. Et comme vous savez très bien, c'est quelque chose qu'on suit tous les jours. Tous les jours, nous voyons ce qui se passe sur le territoire d'Israël. Et nous sommes suspendus vraiment à ce processus, aussi bien sur le plan du peuple juif, qui n'est pas encore entièrement entré en Eretz Israël, que sur le plan de Eretz Israël et sur le plan de chaque individu. Donc vraiment, encore une fois, la terre d'Israël, elle est attachée à l'ensemble du Ham Israël et à chaque individu d'entre nous. Voilà. Donc si vous avez des questions, avec grand plaisir. Bien, docteur Richard. Non, je n'ai pas des questions. C'est évident que cette multitude on va dire, de situations géographiques de la terre d'Israël entraîne nécessairement, comment dire, multiplicité des opinions. Ouais, chacun, il apporte son raisonnement et ses preuves. Ce qui fait, bon, ça entraîne un petit peu de tension au niveau du peuple d'Israël, quoi, voilà. Pas Chacun. tellement, mais finalement, c'est pas des c'est pas des grandes différences, hein, c'est des petites Ah, différences, hein. quand même, c'est des Pas des- choses au clair, c'est pas mal. Mais je vous ai montré, par exemple, je vous ai montré tout à l'heure l'empire de Shlomo et David, ça montait vraiment complètement jusqu'à l'Euphrate, hein, véritablement. Donc, et ça fait partie de l'histoire passée, non pas de l'histoire à venir. C'est de l'histoire passée. Hein, donc, David et Shlomo, c'était il y a donc 3000 ans à peu près, hein, environ 3000 ans, peut-être un peu plus même. Se référer à eux, quoi. Bon, mais grâce à Bien, Dieu, on a une terre d'Israël Shlomo, qui est oui, tellement vaste. passionnant ce cours-là.
trouve ça passionnant. Et je vous garantis que je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Vraiment, Oui, oui, effleurer le sujet. ça reste passionnant. C'est passionnant, c'est vraiment très passionnant. C'est On est des... loin, loin, loin du compte, on n'a aucune idée des choses. Absolument. Et malheureusement, c'est pas quelque chose qui est connu, qui est transmis. On Oui, est, exactement. c'est incroyable comment est-ce que même j'allais dire les dirigeants, hein, j'allais dire, les dirigeants sont souvent, malheureusement, euh, n'ont pas conscience véritablement de ce qu'on doit faire, de ce qui doit être fait. Écoute, c'est entre les mains de Dieu, quelque part. C'est C'est entre lui les qui mains de décide, Dieu, c'est vrai, mais c'est aussi entre les mains de l'homme aussi. C'est bien aussi entre sûr. les mains de l'homme. De la même façon qu'on a l'obligation de conquérir la terre d'Israël, et on n'attend pas la terre d'Israël qui doit venir tout seul par un miracle comme ça. Et donc c'est quelque chose qui se continue. C'est pas quelque chose Bien qui. sûr. Et ceux qui pensent que tout doit descendre comme ça du ciel alors qu'on fait rien du tout, Oh, c'est- d'une part l'histoire a montré le contraire, et d'autre part l'histoire montrera le contraire. oui, Bezrat Hashem. Bezrat Tov, Hashem. Tov Rabba, Tov Bezrat Rabba, Hashem. Alors je Bezrat vous souhaite Hashem. vraiment une bonne journée. Shavuot Je Tov. peux te dire quelque chose, Oui, Shlomo. Si oui. tu comptes aller, euh, si tu comptes aller à la Mercredi. rencontre avec, hein, Oui. mercredi à quelle heure? Je ne sais pas, je me rappelle plus très bien, mais je vais revoir les. Est-ce que ça te dérangerait de passer me prendre? Ah, pas du tout, avec grand plaisir. Ah, Pas du d'accord, tout. parce que je préfère aller avec toi. Ça Avec serait grand plus facile plaisir. déjà pour moi. Ok, merci beaucoup. Je vous en Merci. prie. À bientôt. Alors, À mercredi alors. un mercredi, Shavuot Tov et Chodesh Tov, Voilà. on verra. C'est Rosh Chodesh mercredi, non? Oui, c'est Rosh Chodesh, absolument, c'est très bien ça. Ah, ça tombe bien. Ça tombe très bien. Tov, À bientôt. à bientôt. Kol Tov.